Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette dernière session, la dernière session de cette journée. Alors on a beaucoup parlé des sources, de leur matérialité, de la constitution des fonds, de ces dossiers individuels de résistants. Et ce que je vous propose, en compagnie de mes deux collègues historiens, c'est d'ouvrir un petit peu la boîte noire en fait, du travail de l'historien, c'est-à-dire, au fond, comment les historiennes et les historiens s'emparent de ces dossiers individuels pour les utiliser dans la perspective de leur recherche et comment ils peuvent utiliser ces sources qui, on l'a vu tout au long de la journée, sont extrêmement riches, ont donc une histoire très particulière, mais sont globalement extrêmement riches, mais qui peuvent aussi avoir leurs biais, leurs éventuelles limites, et comment, au fond, voilà, les historiens bricolent. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons deux interventions. Diego Gaspar Celaya, qui vient de l'Université d'Alcalá de Henares en Espagne, qui est docteur en histoire et qui est enseignant, et qui a travaillé sur les volontaires espagnols au service de la France libre. Et à ma gauche, Guillaume Pollack de l'Université de Paris 1, qui est professeur certifié et qui fait sa thèse, qui prépare une thèse de doctorat sous la direction du professeur Alia Aglan, sur les réseaux de résistance. Et ce qui est intéressant, et oui, je dois mentionner l'absence donc, de Sébastien Albertelli, qui n'a pas pu venir et qui s'en excuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux formes de résistance qui vont être mentionnées, c'est-à-dire la résistance extérieure et la résistance intérieure, et qui montrent bien l'état de l'historiographie actuelle sur les résistances. Et je profite d'avoir la parole pour vous parler d'un colloque qui aura lieu demain, justement sur la question des militaires en résistance au pluriel, en associant donc, en réfléchissant au lien entre les deux types de résistance. Donc, sans plus attendre, je cède la parole. Alors, dans l'ordre, je ne sais plus, eh bien, à Diego Gaspar. Allons-y. Vous avez 20 minutes. Max. Je serai intraitable. Ok. Bon, merci. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée d'études de m'avoir invité à participer avec cette communication consacrée à l'histoire de la participation espagnole dans la résistance, qui s'est marqué dans les titres, notamment, enfin, on peut le mettre entre parenthèses, la résistance extérieure. C'est le cas que j'ai pu analyser plus en détail, on dirait. Donc, même si, pour beaucoup d'entre vous, j'espère que des noms comme Amado Granell, par exemple, lui, ou José Antonio Alonso, de l'autre côté, ou même Neus Català, qui n'est pas ici en photo, vous seront familiers. Pour la majorité d'entre vous, d'autres noms comme, par exemple, Dolores Pardo, ou Ramón Bermúdez Ríos, ou Antonio Careno, vous seront inconnus. Cependant, depuis la création de services et la progressive communication du Fonds de services historiques de la défense, et notamment de Bureau Résistance et de service historique de la défense à Pau, l'identification et l'étude de la participation effectivement de ces militaires et ces volontaires nationaux et étrangers, bien sûr, dans la lutte contre l'occupant, ont contribué à élargir, bien sûr, la connaissance que nous, les historiens, on a sur l'histoire de la résistance, en modifiant, bien sûr, la manière dont nous, on analysons cette histoire et nous, on écrit cette histoire. Mais avant de cette communication d'archives, en ce qui concerne le cas de la participation espagnole dans la résistance, il faut noter que depuis 1960, des années 60, un grand nombre de témoignages et d'ouvrages ont été publiés, parmi lesquels les travaux universitaires ont été une minorité. Donc, malgré son importance quantitative et qualitative, ce qu'on peut dire, c'est que la participation espagnole dans la résistance n'a pas réussi à attirer l'attention des historiens, aussi bien en France qu'en Espagne, avant des années 1990, en fait. Parmi les multiples facteurs responsables de cet oubli, je voudrais souligner trois, en fait. Tout d'abord, la manière dont la France a écrit son histoire dans l'après-guerre, notamment autour d'un leader charismatique comme c'était le général de Gaulle, soit autour d'un parti d'avant-garde. Ensuite, donc, la façon dont 40 ans de dictature en Espagne, son évolution et sa consolidation internationale
ont conditionné bien sûr le développement des initiatives visant à récupérer cette histoire de la participation des résistants espagnols, et finalement, bien sûr, la manière dont le mécanisme d'occultation et les constructions positives ont conditionné aussi l'étude de cette participation. En fait, ce dernier met également en évidence l'absence en Espagne d'une transmission officielle de la mémoire résistante, ainsi que la pauvreté d'une historiographie qui a accusé un degré élevé de contamination, on dirait, dû à la primauté du témoignage et à la force du mythe positif. Ce qui, loin d'être corrigé en démocratie, a continué à, bien sûr, à alimenter toute une série de légendes qui fournissaient une image militaire masculine et héroïque de la participation espagnole dans la résistance qui ne se correspond pas du tout à la réalité, en fait. Cette réalité a été accessible, est accessible à nous maintenant à partir de ces dossiers individuels dont aujourd'hui on s'occupe. Des bons exemples de cette image, par exemple, c'est l'énorme production que l'industrie culturelle a consacrée à la participation de la Nueve dans la Libération Paris. Et les récits, bien sûr, de différents camarades et différents écrivains qui ont consacré aux opérations que les Espagnols ils sont menés, les Espagnols de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, ils sont menés en Arbique, notamment pour la conquête de la côte de Saint-Vent, etc. Mais ils sont des récits qui sont issus parfois de la solidarité des ex-combattants, parfois ils sont issus de l'attrait esthétique dans lequel les témoignages, j'insiste, et les expériences personnelles sont portées à la catégorie de faits, en réduisant la crédibilité des actions qui narrent et en participant aussi de la mythification d'une histoire qui devrait être récupérée sur une base d'une méthodologie professionnelle et analysée et basée aussi sur l'analyse rigoureuse des sources. C'était toutes des sources appliquées ici au cas du service historique de la défense, au cas des dossiers individuels qui nous occupent aujourd'hui, a été inutile, fondamental pour mettre en œuvre l'analyse micro et macro combinée de la participation espagnole dans la résistance extérieure. Une analyse que, dans un point de vue macro, m'a permis d'identifier les volontaires espagnols qui ont été homologués comme des FFL, selon les statuts FFL, bien sûr, donc en étudiant et analysant les statuts FFL, d'analyser et comparer cette participation espagnole avec celle des principaux groupes étrangers qui sont aussi contribués dans les FFL, notamment de Britanniques, de Belges, etc., de reconstruire les principaux itinéraires résistants qui ont été explorés par les Espagnols, et bien sûr de définir le profil général auquel répondait la grande majorité des volontaires espagnols qui ont été au service de la France libre. Alors que, dans un point de vue micro, j'ai pu reconstituer une histoire sociale des Espagnols FFL, une histoire qui est composée d'une multitude d'histoires reliées entre elles et qui met en évidence les points de contact et les différences que présentent ces caps individuels. Une analyse qui nous permet de nous plonger dans la connaissance détaillée des actions et que ces résistants ont effectué individuellement et en groupe, mais aussi dans l'étude de leur âge, l'état civil, leur religion, leur itinéraire vital, leur engagement, leur service, leur décoration, leur destin de l'immédiat après-guerre. Donc, notamment des données qui sont très riches, des données tous qui sont liées à d'autres sources dans lesquelles j'ai réussi aussi à obtenir des informations pour retracer une image très riche de l'expérience résistant au sein de la résistance extérieure. En fait, un des meilleurs exemples de cette extraordinaire grade de détail que parfois nous on peut trouver dans ces dossiers individuels des Espagnols, c'est le cas de Ramón Cerda Cervantes. Il n'est pas très connu en fait, mais c'est un cas d'un Espagnol qui est né à Águilas, dans son petit village à côté de Murcia, en 1908, qu'en 1923, il a commencé à travailler dans un atelier de serrurerie où il a réussi à se spécialiser en tant que mécanicien électricien, qu'en 1929, il rejoint la marine espagnole dans laquelle il a effectué son service militaire,
qu'après de 2 ans de service, a continué à servir à bord de le submersible C4 à Murcia aussi, à Cartagena, et qu'après il a obtenu un passeport, il est parti en Cuba, d'abord en 1900, il est parti en Cuba, après il est parti aux États-Unis, il a travaillé dans les usines de la Westinghouse Electric Company en Pittsburgh, et après qu'il a pris connaissance de la guerre civile en Espagne, il s'est rendu au consulat de New York pour rentrer en Espagne. Qu'une fois qu'il est rentré en Espagne, il fait partie de l'armée républicaine en tant que responsable de parc d'équipement aéronautique de Figueras à Gerona, où il a travaillé jusqu'à que l'avance de troupes de Franco l'a forcé à lui à s'enfuir vers la France au début de février 1939, qui, après avoir traversé la frontière, a été interné dans le camp de Bran, dans l'Aude, où il a resté emprisonné pendant des mois jusqu'à ce qu'il s'est engagé dans la Légion étrangère en septembre 1939, qu'il a servi dans le 12e régiment étranger d'infanterie, jusqu'à ce qu'il a été blessé dans un bombardement allemand proche de Dunkerque, alors qu'il était évacué vers l'hôpital militaire de Marseille, où il a été démobilisé en 1940, mais qu'une fois qu'il était rétabli, il s'installe à Toulouse, où il a travaillé encore comme ajusteur à l'usine de Breguet jusqu'à février 1942, quand la police de Vichy arrive à l'usine pour lui arrêter. Accusé de désaffection pour le régime de Vichy, il a été transféré vers le camp de Vernay-d'Ariège. Et par contre, il a réussi à s'enfuir. Le 1er juin, il a réussi à s'évader en passant par Espagne. Il arrive à Lisbonne, où il a été hospitalisé, mais un jour après d'avoir quitté l'hôpital, il est parti pour Gibraltar, et finalement, il rejoint l'Afrique du Nord française, où il s'engage dans la marine marchande de la France libre. Donc, tous ces cas, qu'il est vachement détaillé, c'est juste un dossier individuel. C'est ça que je voulais vous démontrer. Cependant, il convient bien sûr de noter que tous les fichiers, comme on l'a vu aujourd'hui, ne contiennent pas les mêmes informations en fait. Donc voilà pourquoi, comme je l'ai souligné auparavant, il est essentiel de comparer, d'analyser bien sûr et de compléter les informations qu'on trouve dedans de ces dossiers individuels avec celles qui sont fournies par d'autres sources publiques et privées. Néanmoins, en ce qui concerne l'analyse macro de ces dossiers des Espagnols, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec cette vision macro, il m'a permis aussi de définir une image collective de ces Espagnols qui sont fait partie de Force France Libre dans ce terme, en fait. Ils étaient des enfants lors de la dictature de Primo de Rivera. Ils étaient jeunes quand la République espagnole arrivait. Ils étaient majeurs le 18 juillet 1936. Ils ont combattu dans la guerre civile espagnole. Ils ont connu la discipline française avant de s'engager dans le FFL. Et ce sont bien sûr le caractéristique de la plupart des Espagnols, presque tous des hommes. En fait, on a juste trouvé 4 femmes qui, entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 1943, ils se sont engagés volontairement dans les armées de la France libre pour la durée de la guerre, en dehors de la métropole normalement. Grâce à ces contrats, ils sont servis d'abord dans les Forces françaises libres et postérieurement dans l'armée française de libération jusqu'à que le deuxième conflit mondial a été finalisé. Ils ont été démobilisés et ils ont fixé, la plupart d'entre eux, leur résidence en France. Néanmoins, avec l'objectif de creuser la préhistoire, c'est qu'on peut dire la préhistoire de tout ce qui fait partie de cette FFL, je me suis bien sûr remonté à la période 1931-1939 avec le but de suivre leur itinéraire de vie en Espagne et puis en exil, mais aussi pour confirmer cette participation à la guerre civile espagnole
qu'on a pu vérifier dans les dossiers individuels. Un conflit au cours duquel ils sont tous acquis une expérience de combat qui va le distinguer ensuite parmi les étrangers et les nationaux engagés dans le rang français libre. Donc, grâce à la division que le gouvernement français a accusée lors de l'arrivée massive des Espagnols aux frontières françaises au début 1939, c'est qu'ils ont été placés dans des dizaines de camps d'internement, ont réussi normalement à s'en sortir grâce à 5 options, et entre se faire rapporter en Espagne, émigrer dans un autre pays, et notamment en Amérique latine, se faire embaucher par des particuliers français ou bien signer un engagement dans la compagnie de travailleurs étrangers. Mais cependant, à la différence de ce qui s'est passé avec la majorité des exilés espagnols, les Espagnols qui finalement ils sont servis dans les forces françaises libres, on a vu aussi qu'ils sont tous, presque tous optés pour les engagements dans la Légion étrangère ou dans le régiment de marche des volontaires étrangers dans la campagne 1939-1940. Et donc, ils sont 12 alternatives qui sont séduites au plus grand nombre de ceux qui sont ensuite servis dans les rangs de la France libre. Donc ça, on l'a pu aussi vérifier dans le dossier individuel, notamment dans tous les cas qu'on a pu voir le fiche de position et bien sûr aussi les états signalétiques et des services. Mais comme je l'ai indiqué ci-dessus, bien sûr, en plus de ces données fournies par le dossier individuel, la consultation de différentes sources qui sont secondaires m'a permis d'approfondir dans toute une série de perceptions et d'évaluations personnelles qui étaient fondamentales pour aborder des questions telles que les raisons pour lesquelles les volontaires espagnols se sont engagés dans la Légion, bien sûr, dans le régiment de marche de volontaires étrangers, dans le Corps franc d'Afrique et finalement dans le FFL. Parmi ces motivations, sortir de camp, où il faut enfermer par les autorités en 1939, mais bien sûr où il continuait à être enfermé en 1942 dans le cas du camp du nord de l'Afrique, a été une des principaux. Mais il faut remarquer qu'une bonne partie de ces résistants espagnols ont vu dans les engagements dans le Fort français libre la possibilité de continuer la lutte qui avait commencé bien sûr en Espagne en 1936 contre le fascisme international. Une motivation partagée avec ceux qui ont participé aussi de la résistance antérieure, mais que dans le cas particulier du FFL, c'est dû favorisé par la possibilité de s'engager dans une armée régulière, bien armée et guidée par des chefs militaires comme De Gaulle ou Leclerc, auxquels beaucoup de volontaires étrangers voyaient comme des défenseurs de la liberté. Mais je voudrais remarquer aussi que dans chacun des contrats militaires que ces volontaires espagnols ont signés, leur âge et leur état civil feront déterminants. En fait, au moment de son engagement, la moyenne de ceux qui se sont engagés dans le FFL était autour de 26 ans et demi. Et plus de 85% d'entre eux étaient célibataires. Deux conditions que je comprends ont favorisé aussi leur incorporation au rang de l'armée française. Donc, jeunes, célibataires, avec expérience militaire, l'incorporation de volontaires espagnols au FFL est structurée principalement à 3 périodes, et 3 périodes qui correspondaient aussi aux périodes dans lesquelles le FFL, ils sont vus arriver en plein un plus grand nombre d'engagements dans ces rangs, notamment en Grande-Bretagne pendant les mois de juin-juillet 1940, dans le Levant français pendant l'été 1941, et en Afrique du Nord entre les mois de mai et les mois de juin, presque juillet 1943. Donc, il faut remarquer aussi que même si la grande majorité de ces Espagnols feront descendre, comme je l'avais dit, 4 Espagnols ont le statut de combattant FFL après avoir
et faire reconnaître leurs services comme des agents payants, donc notamment on a parlé tout à l'heure, P1 et P2, dans de différents réseaux d'évasion, action et information qui étaient liés au Comité français de libération nationale. Leur exemple sert ici pour remarquer qu'en marge de les profils général des soldats espagnols qui servaient dans le FFL, après avoir signé son acte d'engagement, j'insiste, d'ordre de l'Hexagone, plus de 30 Espagnols FFL possédaient un profil différent à celui de la majorité. Alors, il s'agit des sergents P1 et P2 qui se sont incorporés en métropole avant le 31 juillet 1943, un réseau d'information, d'action ou évasion affiliés au Comité national français et qui ont développé leur activité principalement sur les territoires métropolitains français, c'est-à-dire dans un contexte très différent à celui qui propose n'importe quel engagement FFL de ses partenaires cités auparavant, lesquels résultent par contre très proches à celui qui ont dû affronter le combattant de l'ombre, le combattant de la résistance intérieure. Alors, aussi bien dans les rangs de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère ou celle du 3e bataillon du régiment de marche du Tchad, pour mentionner des unités qui ont regroupé un plus grand nombre de volontaires espagnols FFL. Tous ces volontaires espagnols, ils sont partagés avec des Français et avec des étrangers un univers commun marqué par la guerre, dans lequel leur comportement était correct et bien apprécié par leur chef militaire, bien qu'il soit remarquable qu'il n'y a eu qu'un accès très minoritaire, 2% en fait, des volontaires espagnols qui ont accédé à l'échelle d'officier. C'est tôt et aussi réduite parce qu'il faut noter que l'unique grade militaire qui fut respecté pour les volontaires espagnols à la signature de leur engagement dans les armées françaises libres fut celui qui a été obtenu sous les drapeaux français. Donc, sous le drapeau de la Légion, sous le drapeau du régiment de marche, de Corps franc d'Afrique, etc. De telle sorte que, malgré leur expérience militaire en Espagne, qui a été bien sûr bien valorisée positivement, on dirait, par leur chef, cette évaluation ne se traduit pas officiellement sous une forme de grade, ce qui fait que, sauf exception, tous ils ont commencé à servir sous les drapeaux français comme deuxième classe. Mais cela ne signifie pas que leurs services sous les drapeaux français ne feront pas reconnus, en fait. Presque la moitié d'entre eux, ils ont réussi à promotionner dans l'échelle de sous-officiers, alors que le 29% d'entre eux ont été distingués avec de différentes décorations. En conclusion, connaître qui c'était, d'où ils venaient, comment et pourquoi ils sont sortis de l'Espagne, comment feront-ils accueillis en France, quel fut leur itinéraire pour allier le FFL, quand et pourquoi ils l'ont fait, dans quelle unité ils sont servis, avec qui ils ont partagé le rang des unités, comment ils se sont comportés, combien ils sont survécus, combien ils sont morts, quand ils feront démobiliser et où ils se sont installés à la fin de la guerre, sont seulement quelques-unes des questions auxquelles j'essayais de donner une réponse en m'évassant, bien sûr, à l'information que j'ai obtenue sur les dossiers individuels, mais bien sûr aussi sur des différentes sources secondaires. Mais répéter cette étude détaillée avec les cas de milliers d'Espagnols qui ont participé des forces françaises de l'intérieur, en plus d'un code qui est sur les points d'arrivée, je crois que c'est un beau défi qui contribuera sûrement à élargir la connaissance de la participation étrangère, pas seulement espagnole, qu'on a de la résistance en France. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est d'enchaîner directement sur l'autre communication et de garder les questions pour la fin. Donc, notez-les bien et on débattra ensuite après. 20 minutes, même tarif.
Merci beaucoup. Bonjour. Alors c'est pour moi un grand honneur de parler devant vous et dans ce lieu parce que le SHD c'est un petit peu le lieu, pratiquement ma deuxième maison où j'ai fait mes recherches de thèse, où je fais encore mes recherches de thèse qui sont consacrées au réseau de résistance. Donc il a été beaucoup question depuis ce matin des archives des réseaux de résistance. On a fait un tour sur les sources. Donc mon intervention va prolonger un petit peu ce qui a été dit avant. L'objectif de cette intervention c'est de présenter mon expérience de recherche concernant les dossiers personnels des agents hommes et femmes qui ont combattu au sein des 268 réseaux de résistance homologués parmi les forces françaises combattantes durant la Seconde Guerre mondiale et la manière dont je m'en suis servi pour dresser une série d'itinéraires personnels. Alors évidemment, un tel sujet impose de rappeler immédiatement un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, rappeler qu'il s'agissait de structures d'organisation extrêmement particulières dans le kaléidoscope des organisations de résistance. Ce sont des organisations clandestines qui travaillent en liaison avec des services secrets, qui travaillent sur des missions exclusives de renseignement, d'évasion ou d'action, donc dépendant du BCRA, les services gaullistes, des services anglais, le MI6 ou encore le SOE, ou encore des services des États-Unis, l'OSS. Ça implique une première contrainte, ça veut dire de beaucoup voyager à l'étranger pour voir les différentes archives. Autrement dit, j'ai coûté cher à mon école doctorale. Donc, c'est-à-dire que l'action de chacun de ces agents ne pouvait être que clandestine et menée dans l'ombre, et que la survie dépendait d'un empilement de stratégies de dissimulation qu'il est particulièrement difficile de percer à rebours. En conséquence de leur dépendance à un service secret et en raison du caractère parfois inavouable de leurs actions, la plupart des dossiers ont été classifiés secret défense, notamment en Angleterre. D'ailleurs, on a légiféré en Angleterre, dès 1958, une loi anglaise interdit l'ouverture des dossiers sans limite de temps. Donc, difficilement consultable, sauf par des historiens triés sur le volet. Je pense notamment à l'historien anglais Michael Foot, dont vous connaissez sans doute la somme ancienne, puisqu'elle date de 1965, mais qui fait toujours référence aujourd'hui sur le SOE. J'y reviendrai. Alors, quand Michael Foot donne un nom, il donne le dossier personnel, mais alors il ne donne jamais vraiment le document sur lequel il peut s'appuyer. Lui-même dit ainsi, dans un dossier SOE, dans un dossier personnel, sans plus de précision. Du côté français, parallèlement à la constitution des dossiers administratifs d'homologation des résistants, on en a beaucoup parlé, d'anciens agents ont été convoqués par les services français à la Libération, donc la DGER, et interrogés. Bon, ces dossiers non plus n'ont pas été immédiatement communicables pour des raisons qui vous ont déjà été exprimées, et aussi, entre autres, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont été récupérés par la DGER à la Libération, donc on ne pouvait pas rendre public ces dossiers. Donc, conséquence historiographique majeure de ce que je viens de dire, parce qu'il était pratiquement difficile d'accéder à tous les dossiers, l'historiographie des réseaux de résistance se résume aujourd'hui à une poignée de monographies. Par ailleurs, il faut bien rappeler qu'en France, l'histoire politique n'a pas été pendant très longtemps à la mode dans les universités, et quant à l'histoire du renseignement, elle a été délaissée pendant très longtemps, jusqu'à récemment. Je pense aux travaux de Sébastien Laurent, d'Olivier Fourcade, ou alors concernant la Deuxième Guerre mondiale de Sébastien Albertelli, il n'est pas là aujourd'hui, sur le BCRA. Donc, quand j'ai posé mon sujet de thèse en décembre 2013, le délai de rigueur de communication des dossiers et le classement commençaient à être entamés. Donc, ça autorisait de premiers sondages. Par exemple, je citerai le numéro spécial en date de décembre 2015 des Chemins de la Mémoire, intitulé très justement « Dans les archives secrètes de la Deuxième Guerre mondiale », qui en proposait une première présentation très intéressante. Donc, au début, je n'ai pas commencé par ces dossiers personnels. Ma première approche dans mon sujet de thèse a été de consulter la série 13P, qui est connue des chercheurs, et ceux de la sous-série 17P, qui sont les dossiers d'homologation des réseaux de résistance qui ont été établis après la guerre par la Commission nationale d'homologation. Je ne ferai pas maintenant le commentaire concernant les problématiques propres à la constitution de ces dossiers, ni à leur contenu, sauf pour rappeler que dans tous ces dossiers figurent des listes de noms d'agents hommes et femmes, ça a déjà été dit, classés P1, P2, PO. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai choisi de m'affranchir un petit peu de ces catégories administratives, parce que pour tous, les risques étaient les mêmes, et que dans un même réseau de résistance, par exemple, un couple d'hébergeurs classé PO, parce qu'on va y rendre un service occasionnel, un autre couple d'hébergeurs va être classé P2. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fait arrêter et ont été exécutés en camp de concentration. Donc, j'ai commencé par ces dossiers-là. Parallèlement, quelques voyages en Angleterre pour consulter les dossiers généraux concernant le déploiement des réseaux SEE en France, ainsi qu'un nombre d'historiques ou de journaux de guerre. 1 an et demi plus tard, je pouvais dresser les cartes d'implantation des réseaux sur le territoire avec les différentes ramifications, avec plusieurs figurés linéaires sur plusieurs cartes, symbolisant déplacements, liaisons internes entre secteurs, externes avec Londres et Alger.
Alors, ce premier bilan demeurait intéressant, mais je me suis vite rendu compte qu'il n'était guère satisfaisant. Notamment après avoir relu une intervention célèbre dans un colloque mené en octobre 1974 par Pascal Copeau, qui était une personnalité éminente du mouvement Libération Sud, que je me permets de citer. Lorsque nous vous retrouvons dans vos études, chers jeunes chercheurs, notre cité, elle nous apparaît un peu glacée. Il ne faut pas craindre de tremper vos plumes dans le sang, car derrière chacun des sigles que vous explicitez avec beaucoup de connaissances livresques, il y a des camarades qui sont morts. Et en réalité, ce n'était pas ce bel édifice que vous pouvez croire, c'était une faible toile d'araignée. La vraie histoire, c'est l'histoire de cette toile d'araignée de la cité clandestine de l'honneur. Bref, il s'agissait alors, la question se posait alors, comment aller au-delà de la vision finalisée que je voyais dans les dossiers d'homologation, qui étaient nécessairement reconstruites à la Libération, comment mettre à jour les trajectoires individuelles et collectives dans un réseau de résistance, qu'était-ce qu'être un agent ou une agente au sein d'un réseau, comment s'intégrait-il au sein des structures et que savait-il exactement de leur propre organisation. Énormément de questions donc. Pour essayer de voir au clair à travers ces entrelacements de structures extrêmement complexes, il s'imposait donc de constituer des analyses à différentes échelles et de dresser l'histoire d'itinéraires particuliers. Et c'est donc là où j'ai commencé à rechercher des dossiers individuels pour établir des parcours individuels. Alors l'ampleur du sujet, bien sûr, nécessite de faire des choix. Il n'est pas possible, compte tenu des impératifs académiques d'une thèse, de consulter l'intégralité des dossiers personnels de la centaine de milliers d'agents immatriculés au sein des 268 réseaux. Alors de nombreuses discussions avec ma directrice de thèse, comme avec des collègues chercheurs rencontrés ces dernières années, ont confirmé l'intérêt d'une étude multiscalaire sur des groupes et individualités précises, sélectionnées bien sûr avec un minimum de cohérence. Pour travailler, j'ai sélectionné deux types de fonds principaux, les dossiers personnels des agents établis par le BCRA et la DGER conservés dans la sous-série 28P4 au service historique de la Défense, et les dossiers personnels des agents du SOE conservés dans la sous-série HS9 des Archives nationales à Londres. Donc, comme à l'accoutumée, dès lors qu'il s'agit de travailler sur l'histoire de la résistance, une solution amène de nouveaux problèmes. Donc, le premier d'entre eux concerne la sélection des dossiers à consulter. Comme je l'ai dit, impossible dans le temps imparti et compte tenu de la nature de l'exercice de tout voir, ni de tout parler d'ailleurs. Par ailleurs, le caractère hétérogène des contenus entre et à l'intérieur de chacune des sous-séries précitées rend quant à lui difficile une approche comparatiste et une appréciation globale. Il a donc fallu faire une sélection nécessairement subjective, quoique pas tout à fait arbitraire. Concernant les dossiers personnels du SOE, c'est par là que je vais commencer. Une partie est toujours incommunicable, je vous l'ai dit. Certains dossiers à la date limite de 2084, pour la plus ancienne que j'ai pu trouver. Alors, il n'est pas possible d'obtenir la moindre dérogation. Je me suis toujours vu opposer un refus poli, mais ferme. Alors, il était possible de maintenir une cohérence dans le choix, à condition de tenir compte de la structure d'un réseau SOE telle qu'elle émerge des archives, telles que j'avais pu trouver dans mes recherches. La structure initiale d'un réseau SEI se compose d'un organisateur, d'un agent de liaison et d'un radio. J'ai donc repris la liste de la centaine de réseaux SEE déployés en France et chaque fois que ça s'avérait possible, j'ai identifié pour chacun d'entre eux les identités des agents ou des agentes ayant rempli ces fonctions et j'ai consulté les dossiers personnels chaque fois qu'il était possible. Parfois, ce n'était pas possible. Alors, ces dossiers personnels, de quoi se composent-ils ? Ils sont construits à rebours. C'est-à-dire que, c'est un peu à l'exemple d'un roman policier qui commencerait par la conclusion. Il faut savoir que le SOE a perdu 25% de ses effectifs. Alors je parle de ceux qui sont parachutés par Londres, pas de ceux qui sont recrutés en France. Je n'ai pas fini le calcul pour cela. Justement, une part non négligeable des pertes va concerner les organisateurs, les radios et les agents de liaison. Et donc, ils sont généralement torturés, déportés, assassinés à la fin de la guerre. En conséquence, beaucoup de ces dossiers personnels s'ouvrent sur un avis de décès. À la suite, on trouve souvent la correspondance entretenue entre la famille de l'agent ou de l'agent disparu en mission et l'état-major anglais qui l'assure d'ailleurs à raison que tout est fait pour les retrouver. Je rappelle ici que là se pointe aussi une difficulté. La plupart du temps, ils sont déportés sous le régime Nachon-Nebel, donc c'est très difficile de retrouver la trace exacte. Une partie de ces dossiers se compose d'éléments rédigés donc par quelqu'un d'autre que l'agent en question qui explique les circonstances de sa chute. Et plus on avance dans le dossier, plus on reconstitue, mais à rebours, le parcours de l'agent. Si beaucoup de dossiers personnels s'ouvrent sur un avis de décès accompagné de l'aide donc adressée par la famille à l'état-major concernant la recherche en cours du cadavre, il se termine généralement par le feuillet signé par l'agent lui-même, prenant acte de son engagement et parfois de la manière dont il fut recruté. Entre les deux, on trouve des documents très différents, des rapports de mission, notamment si l'agent a pu revenir à Londres entre deux missions ou alors s'il a survécu, et des rapports d'entraînement. Il est possible de décrire un cas particulier qui m'a beaucoup occupé, celui des femmes anglaises entraînées et parachutées par le SOE en France et dont une partie significative trouva la mort dans les camps de concentration autour de l'été 1944.
Donc, ce qui est vraiment intéressant dans la lecture de ces dossiers, c'est la manière dont les services anglais ont procédé à la militarisation d'un personnel féminin et les a déployés sur un terrain où elles n'étaient pas attendues. Aussi, les dossiers personnels s'avèrent riches en renseignements. Les rapports d'entraînement, premièrement, témoignent de la manière dont le SEE a totalement renversé les normes genrées de la guerre en entraînant des femmes au combat et en exacerbant leur violence à égalité avec le personnel masculin. Les rapports d'entraînement sont malgré tout remplis de remarques qu'on pourrait qualifier de profondément sexistes à 70 ans d'intervalle. Je vous laisse en deviner la nature. Les rapports de mission des survivantes témoignent de la réalité du combat clandestin et de la manière d'instrumentaliser le genre pour obtenir un avantage tactique. Employées comme agentes de liaison ou radio parce qu'elles étaient supposées être moins soupçonnables, leur connaissance du monde clandestin permet d'affiner notre appréciation sur les structures et le fonctionnement d'un réseau action du SOI, un thème qui d'ailleurs n'est pas abordé par Michael Foot dans son ouvrage. Par ailleurs, on trouve également les rapports d'enquête menés par le SEE à la fin de la guerre sur la disparition des agents tombés dans les mains nazies, qui éclairent de manière extrêmement édifiante et extrêmement cruelle le traitement spécial, sans mauvais jeu de mots, réservé par les nazis. Vera Atkins, qui a été la directrice des opérations SEE, a ainsi collecté les témoignages des gardiens et gardiennes des camps, ainsi que de SS, qui chacun narrent de manière extrêmement crue les derniers instants de ces femmes, juste avant leur exécution ou bien leur crémation, alors qu'elles étaient encore vives. Donc, grâce à ces dossiers personnels du SEE, j'ai pu reconstituer une 50aine de parcours individuels pendant la guerre, du recrutement jusqu'à la libération et jusqu'aux circonstances de l'arrestation et ou à la mort de l'agent ou de l'agente. L'avantage ici est qu'il s'agit de documents généralement contemporains à l'action qu'ils décrivent et en croisant de manière thématique, ils permettent d'aborder à l'échelle individuelle les motivations de l'engagement et les dynamiques de la militarisation d'un groupe de civils déployés derrière les lignes ennemies. Ils permettent également donc une approche anthropologique de la vie clandestine ou l'étude de ce qu'on pourrait appeler la résistance au quotidien. Une partie de ces agents ont été par la suite interrogés par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale après la guerre et il est particulièrement intéressant de comparer ces dossiers-là avec les témoignages et j'adresse un grand merci au passage à Madame Patricia Gillet qui m'avait envoyé l'inventaire complet de la série 72 AJ dont je me suis beaucoup servi avec le commentaire « Vous ne manquerez pas de matière », effectivement. Donc, une partie de ces agents a de plus pu publier en violation avec les règles de confidentialité dictées par le SEE leur mémoire. C'est par exemple le cas de Benjamin Coburn, qui demeure pour nous un personnage très intéressant, d'une part parce qu'il a fait partie des premiers organisateurs déployés en France et parce qu'il a mené et survécu à 3 missions successives tout en y rencontrant des acteurs majeurs de la résistance qui, eux, n'ont pas tous survécu. Personnage très peu connu en France en dehors des spécialistes, il est pourtant un des rares agents anglais pour qui on dispose d'un dossier individuel, d'un témoignage conservé aux archives nationales et d'un ouvrage No Cloak, No Dagger, qui est aussi un des plus rares à avoir été traduit en français sous le titre Sans cape ni épée. Dans ce cas précis, la confrontation entre le dossier individuel de Coburn à Londres et les témoignages et différentes documentations en France permet une meilleure appréciation critique de son parcours individuel dans la résistance. Maintenant, est-ce que ces dossiers sont infaillibles ? Non. Il est manifeste que certaines pièces sont escamotées. Quand on ouvre les dossiers, vous avez des feuillets jaunes estampillés Public Record Act 1958, la loi dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres, de manière moins affirmée, le dossier individuel, par exemple, de la résistante Anne-Marie Walters, à qui j'avais consacré un article, est amputé d'un rapport secret envoyé par elle directement à Maurice Buckmaster, le chef de la section F, qui explique les véritables raisons de son départ en France en juillet 1944. Si on en reste au dossier SEE officiel en raison d'un message urgent apporté à Londres, moi j'y croyais pas un seul instant puisque son chef avait alors un radio qui fonctionnait très bien, donc cherchez. Et en fait, officieusement, parce que son chef l'a accusé d'entretenir des relations intimes avec un homme du maquis, ce qui selon lui affaiblissait son autorité. Je vous parlais de remarques sexistes tout à l'heure. J'ai pu consulter ce rapport secret dans les archives familiales au domicile des enfants d'Anne-Marie Walters, qui m'ont généreusement accueilli au milieu d'une inondation et d'un épisode Cévenol dans un petit village du Gard. C'était un de mes meilleurs souvenirs de thèse, en vrai. Alors, j'ai longtemps cru que ces dossiers personnels détenus à Londres, accompagnés des documents des dossiers des archives nationales, seraient le seul moyen dont je disposerais pour retracer les parcours individuels. Mais c'était sans compter sur l'achèvement du classement des dossiers de la sous-série 28P4 au service historique de la Défense. Donc cette sous-série est mon deuxième fonds principal d'archives utilisé pour retracer les dossiers individuels. Alors bien sûr, il y a aussi la série 16P. J'ai consulté ponctuellement des documents dans la sous-série 16P, mais disons que, c'est ma minute un peu provocatrice du jour, la date butoir de soutenance s'accordait mal avec les règles de consultation du SHD. Donc, ces dernières fixant à 5 le nombre de dossiers pouvant être commandés par jour, il a donc fallu opérer un choix entre commander 5 cartons détenant plusieurs dossiers individuels dans la sous-série 28P4 ou commander 5 dossiers au compte-gouttes dans la sous-série 16P.
Bon, évidemment, j'ai choisi 28P4. Alors, l'inventaire détaillé et définitif de cette sous-série a été très récent puisqu'il date de 2017. En fait, les premiers dossiers ont été classés dès 2015. Il s'agissait des dossiers individuels des agents des réseaux de renseignement, auxquels se sont ensuite ajoutés ceux des réseaux d'évasion et enfin des réseaux actions. Donc, ils ont été versés en 2000 par la DGSE et leur contenu est extrêmement hétéroclite. Il y a environ 15 000 dossiers individuels, ça a été dit. Ils contiennent des documents produits par plusieurs services à plusieurs époques. On peut compter donc des archives du BCRA, des comptes rendus d'interrogatoire, des fiches d'identification, des dossiers de faux papiers. On vous en a déjà parlé. Sont également conservés dans ces dossiers des questionnaires établis en 1944 et 1945, issus de campagnes d'interrogatoire qui retracent l'activité résistante individuelle des agents. Et enfin, certains dossiers individuels contiennent des pièces administratives produites encore plus tard par le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDEC, qui intervenait en tant que service liquidateur du BCRA. Il n'y a donc aucune unité, ni au sujet du cadre chronologique, ni au sujet des méthodes de constitution, ce qui, bien sûr, ne me simplifie pas la tâche. Alors, ça a pour conséquence qu'il est extrêmement difficile de définir une seule méthode de travail qui permettrait d'envisager l'ensemble du fonds en un tout unique. Et d'ailleurs, le nombre volumineux de dossiers rend impossible une approche exhaustive, encore une fois, dans le cadre d'un travail de thèse. Et enfin, un rapide comptage, enfin un comptage exhaustif pour le coup, a soulevé une réalité qu'il faut ici mentionner. La majorité de ces dossiers concernent des agents de sexe masculin, ce qui de fait oriente le regard vers une lecture exclusivement masculine en dépit de quelques cas particuliers. Je pense par exemple aux archives du réseau Comet. La question que je me suis posée alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Quelles questions fallait-il poser à ces dossiers? Comment pouvait-il enrichir mon approche des parcours individuels dans les réseaux de résistance? Donc là aussi, j'ai fait des choix en termes de sélection des dossiers et en termes des pièces à l'intérieur de ces dossiers que je voulais consulter. Donc le nombre de dossiers que j'ai consultés s'est fait en fonction de l'approche générale de la thèse. Après une approche générale de la question, ma thèse se concentrera sur une vingtaine de réseaux représentatifs des missions qui leur sont assignées. Donc une vingtaine de réseaux représentatifs, tout en tenant compte de la chronologie, de la géographie, de leur implantation, etc. Par exemple, concernant les réseaux d'évasion, je travaillerai sur Bordeaux-Loupiac, Bourgogne, Patoléry, Comet, par exemple. Le choix a également été dicté par les possibilités qu'offrait le traitement des archives ainsi que la densité en termes d'informations qu'elles offraient. Donc l'entrée dans ces dossiers s'est avérée beaucoup plus complexe du fait, comme je l'ai dit, du contenu extrêmement hétéroclite. J'ai choisi de me concentrer sur deux types de sources, les rapports de mission et les questionnaires remplis par les agents lors de la campagne d'interrogatoire des années 44-45. Je me suis efforcé à chaque fois de rester dans un cadre temporel le plus proche possible de l'action que ces documents narraient. Le contenu de ces questionnaires est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de compléter les informations que j'avais tirées des dossiers d'homologation de la série 17P. Dans la série 17P des dossiers d'homologation, j'ai fait un échantillonnage, à peu près 4000 noms tirés des listes des réseaux. Alors malheureusement, toutes les informations dans ces listes ne sont pas disponibles. On n'a pas toujours la situation maritale, on n'a pas toujours les études, on n'a pas toujours la fonction. Parfois, les dates d'engagement, une date d'engagement avant la reconnaissance du réseau, ça peut arriver. Donc du coup, c'est difficile à apprécier, vous vous en rendez compte. Alors, donc, ces dossiers dans la sous-série 28P4, ces questionnaires ont les informations classiques d'état civil. Ils indiquent également les études, les parcours professionnels, les diplômes obtenus, parfois également les orientations politiques et les motivations de l'engagement. Concernant l'activité clandestine en elle-même, plusieurs informations s'avèrent essentielles. Premièrement, l'agent indique qui l'a recruté, comment et pour quelle fonction. Un rapport d'activité est également joint, mais plus intéressant encore, l'agent est invité à indiquer deux informations qui pour nous apparaissent centrales dès lors qu'on s'intéresse à une organisation clandestine. Le nombre de personnes que l'agent connaît dans la résistance et le schéma de l'organisation, mais tel que l'agent la connaît. J'ai presque fini. Les réponses à ces questions varient selon la fonction exercée. Un chef de réseau cite généralement une vingtaine de noms et dresse une carte à peu près exacte des ramifications de son organisation, mais sa connaissance s'achève à l'échelon de commandement. En revanche, si on renverse la perspective et qu'on va vers un résistant local, je dirais entre guillemets de base, alors, effectivement, là, on est sur un autre cas. Lui, il va être incapable, dans environ 75 à 80% des cas, de citer plus de 2 ou 3 personnes, et son rapport d'activité va permettre de se situer au plus près de l'action clandestine. Comment on obtient un renseignement? Comment on fait passer la ligne de démarcation à un pilote anglais? Ou comment on la contourne? Ou comment pose-t-on concrètement un explosif sur une voie ferrée?
Donc le traitement des dossiers personnels des agents des réseaux de résistance ne s'achèvera pas avec ma thèse. Il faudra des années et de nombreuses contributions pour en dresser une analyse complète et exhaustive. Et à ce stade, je ne peux que me permettre d'entreprendre, de jeter des jalons et qui seront sans nul doute discutés par la suite. Et je l'espère soulever un certain nombre de questions. Premièrement, que nous apprennent ces dossiers sur la résistance ? Aucun de ces dossiers individuels ne rend une image suffisamment précise de la structure générale parce qu'il était impossible, même pour un chef de réseau, de connaître parfaitement, au moment de l'action, l'ensemble des ramifications et des troupes placées sous son commandement. Par ailleurs, tous les agents et agentes ne furent pas interrogés par la DGER et aucun agent du SOU recruté en France et n'étant pas passé en Angleterre ne dispose d'un dossier personnel à Londres. Ainsi, si on additionne le nombre de dossiers rapportés au nombre d'agents que j'ai pu identifier en tout au sein des réseaux, je les ai comptés un par un, donc j'ai pu faire un pourcentage, donc ces dossiers personnels représentent environ 10% des effectifs. En revanche, ils déplacent le regard du chercheur qui, d'une vision immuable et fixe de la structure, renvoyée par les dossiers d'homologation constitués à la Libération, se dirige vers un échelon plus complexe, celui de l'humain, ou pourrait-on dire la résistance à hauteur d'homme ou de femme. On y découvre toute la complexité des motivations et des parcours individuels. Deuxièmement, ces dossiers peuvent-ils supplanter le témoignage individuel recueilli par les chercheurs ? Ces dossiers personnels présentent un avantage. Ils ont des informations de première main et permettent sans nul doute, si on les croise avec d'autres sources, de dresser la carte de parcours individuels. Néanmoins, ils ne nous disent pas tout concernant l'expérience vécue dans la résistance. Par exemple, les émotions n'y transparaissent pas. Alors, en dépit des nombreuses imperfections et des difficultés d'appréciation sur l'ensemble des sources disponibles, ces dossiers personnels doivent être intégrés évidemment dans une recherche plus large, en croisant l'ensemble de la documentation, et ils enrichiront sans nul doute par la suite l'histoire de la résistance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces deux très belles présentations qui, je crois, montrent bien où on en est de l'histoire renouvelée de la résistance et notamment, je vous en prie, une histoire sociale fine de ces résistances, une histoire sociale fine qui s'intéresse, et on a là deux exemples, à des groupes sociaux, si je puis dire, qui jusque-là avaient été un petit peu laissés de côté, les étrangers, les femmes, vous en avez beaucoup parlé, Guillaume, et d'ailleurs Sébastien Albertelli, qui n'est pas là, en aurait parlé également. Et je crois que ces dossiers, en tout cas vous l'avez montré, ces dossiers individuels du SHD, en particulier la série 28P, avec quand même ses limites, vous l'avez aussi montré, peut nous permettre d'enrichir un peu les regards et de s'intéresser à cette résistance à hauteur de femmes et d'hommes, comme vous l'avez souligné. Autre remarque, avant de laisser évidemment la parole à la salle, l'articulation difficile, je crois, pour les historiennes et les historiens entre, au fond, une approche qualitative et une approche quantitative. Je crois que nos deux historiens ont montré qu'il était à la fois plus facile au fond, mais peut-être que je vous ai mal compris, mais qu'il était plus facile peut-être de faire une approche par parcours, effectivement, avec ces dossiers, par parcours individuel, plutôt qu'une approche quantitative. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mais peut-être là aussi je me trompe, les échantillons sont un peu les sources sont un petit peu hétérogènes, les dossiers sont hétérogènes par les informations, par la nature des informations qu'ils nous livrent, mais peut-être que là-dessus, vous pourrez développer un peu vos propos parce que je crois que méthodologiquement, pour les historiens, c'est très important. Voilà, je m'arrête là. Je vais du coup laisser la parole à Fabrice Grenard pour les conclusions. Un grand merci à Frédéric Eguiner, qui est à l'origine de cette journée d'études. Et un grand merci au SHD de nous avoir si bien accueillis aujourd'hui. Un grand merci surtout à tous les communicants pour cette journée qui a été très riche en débats et qui, je pense, a parfaitement rempli les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir parler des archives, de leur contenu, mais aussi de leurs usages et aussi lancer des pistes de recherche, justement, à partir des travaux en cours ou des fonds qui sont en train de s'ouvrir. Alors je pense qu'après cette journée, vous êtes tous familiers maintenant avec un certain nombre de séries, 16P, 28P4, 21P, voilà, vous savez tous ce que ça veut dire. Vous savez aussi, je pense que vous avez compris qu'il y a 600 000
dossiers individuels ici au SHD, et que ces dossiers renvoient à 5 catégories bien différentes, que je prononcerai pour une dernière fois, les FFL, donc les Français libres, les forces françaises combattantes, où l'on trouve plutôt les membres des réseaux, les FFI, bien sûr, Corps franc, maquisards, les RIF, donc Résistance intérieure française, et les DIR, déportés et internés résistants. Et puis, bien sûr, vous savez tout maintenant aussi du décret du 25 juillet 1942 et de ce qu'il a permis pour l'homologation ensuite des agents. On peut même ajouter une nouvelle famille, ce sont ceux qui sont titulaires d'un dossier au BCRA. Alors à partir de là, je pense qu'on peut tirer un certain nombre d'enseignements sur cette journée d'études. D'abord, eh bien, ma foi, c'est que Jean-Marie Guillon avait beau dire en 2003 qu'il y avait déjà plus de 2000 titres sur la résistance qui avaient été publiés. On est peut-être aujourd'hui à 3000 titres, mais que malgré tout, eh bien, l'histoire de la résistance est toujours en marche, parce que l'histoire s'écrit avec des archives et que justement l'ouverture de nouveaux fonds d'archives fait que ces fonds permettent de combler un certain nombre d'angles morts sur lesquels on avait peu d'informations. Ils permettent aussi de revisiter des éléments que l'on croyait acquis à l'aune donc d'une documentation nouvelle. Il ne faut jamais croire en histoire que parce qu'il y a un livre, parce qu'il y a un article sur le sujet, c'est quelque chose de définitif et d'acquis. L'ouverture de nouveaux fonds nous révèle souvent eh bien, qu'il y a des choses nouvelles à découvrir. J'appartiens pour ma part peut-être à une génération de chercheurs intermédiaires, puisque j'ai connu, moi, un autre monde. Le monde où il n'y avait pas encore d'ordinateur, d'ailleurs, on prenait encore des notes à la main, surtout le monde où l'accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale était encore très compliqué. Pourquoi ? Parce que ça a été prononcé au niveau du SOI par Guillaume Pollack tout à l'heure. Il y avait effectivement que quelques chercheurs très réputés qui pouvaient avoir accès à certains fonds. Lorsqu'on était juste étudiant, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait demander des dérogations. Souvent, les dérogations, on les obtenait au moment où on allait soutenir le master ou la thèse, donc ça venait trop tard. Et puis j'ai connu aussi cette période où on m'expliquait que tout ce qui concernait un peu les trajectoires individuelles, les données personnelles, on ne pouvait pas le communiquer. Donc moi, j'ai travaillé sur des documents où on me cachait tous les noms propres. L'archiviste passait avant de me donner les documents, il cachait les noms propres ou il effectivement enlevait des fonds, les documents les plus compromettants. Vous voyez que les choses ont bien changé. Les choses ont bien changé puisque aujourd'hui, donc, nous pouvons travailler relativement librement sur des dossiers personnels de résistants, y compris des dossiers qui comprennent parfois des choses assez intimes sur les personnes en question. Alors même s'il y a encore peut-être, Patricia Gillet évoquait peut-être 1% des cas qui ne sont pas encore communicables, enfin tout n'est pas encore officiellement communicable, mais ça n'a, voilà, c'est quelque chose d'infinitésimal et ça n'a plus rien à voir avec la situation d'il y a une dizaine d'années. Alors vous le savez, cette évolution, elle tient à deux choses. D'abord, il faut rappeler cet arrêté ministériel qui a été adopté en décembre 2015 à l'initiative du président François Hollande, qui avait été sollicité par un collectif d'historiens pour plus de transparence sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et cet arrêté a permis d'ouvrir la plupart des fonds qui concernent la période. Et cela explique qu'aujourd'hui, que ce soit au SHD, à la préfecture de police, aux archives nationales, dans les archives départementales, eh bien, on peut avoir accès à l'ensemble des documents sans passer par les dérogations qui étaient nécessaires auparavant. Encore que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'un fonds d'archives, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'exploiter, il vaut mieux qu'il soit classé. Et là aussi, je pense que... Eh oui, mais je pense qu'il faut rendre un immense hommage aux archivistes, des différentes institutions que je viens d'évoquer, parce qu'un peu partout aujourd'hui, des fonds nouveaux sont classés, et chaque nouveau fonds classé, en général, c'est la possibilité d'un mémoire de master ou la possibilité d'une thèse. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis bien sûr, il faut souligner cette nouveauté qui est la mise en ligne aujourd'hui. La mise en ligne des inventaires qui permet depuis chez soi de s'y repérer un petit peu dans la jungle des archives, qui permet de plus en plus
de commander à distance, ce qui fait gagner un temps fou. Et on a donc cette formidable base de données mise en ligne sur le site Mémoire des hommes, comme ça vous a été montré ce matin par Frédéric, cette base de données qui non seulement vous permet de faire une recherche sur un cas précis, mais surtout qui permet à des chercheurs de tenter des recherches croisées. C'était très clair ce matin sur effectivement trouver le nombre de femmes appartenant à un type de mouvement, à un type de réseau originaire de telle région qu'il y a dans la base. Et même si ça a été souligné, ce n'est pas une base qui est exhaustive, on n'a pas là la liste de tous les résistants français, on a quand même 600 000 cas environ, et donc c'est quand même un échantillon qui nous permet d'avoir des tendances assez fortes, des tendances assez fortes. De toute façon, aucun historien ne travaillera jamais sur l'ensemble des documents disponibles. Donc il faut toujours arriver à trouver des biais, des prismes, et grâce à cette base, je pense que beaucoup de choses seront possibles qui n'étaient pas forcément jusqu'alors. Vous l'avez compris aussi, ce sera mon deuxième point, je pense que l'ouverture de ces nouveaux fonds, de ces dossiers individuels est essentielle pour l'écriture d'une histoire scientifique de la résistance. Pourquoi ? D'abord parce que ça permet de remettre la démarche biographique au cœur. Pas forcément pour travailler que sur un résistant, ça vous a bien été expliqué lors des différentes communications. L'idée, c'est de travailler en réseau, c'est de faire des croisements, mais remettre la biographie au cœur, c'est quand même souvent la meilleure façon pour saisir le sens d'un engagement, les motivations qui ont poussé des résistants, des jeunes Français, des femmes, des étrangers à rejoindre la résistance. C'est Robert Guildy qui a publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Comment sont-ils devenus résistants ?» et qui a fait justement ce choix-là pour essayer de pénétrer au cœur de la résistance, pour essayer de comprendre quels avaient été le sens des engagements des résistants. Il a fait le choix de suivre des trajectoires. Donc, il ne s'est pas mis surplombant dans la synthèse, il a suivi des trajectoires parce qu'il pense que c'est la meilleure façon de comprendre de l'intérieur la résistance. Et pour faire cela, évidemment, travailler sur des dossiers individuels, c'est une chance formidable. Un deuxième apport essentiel de ces fonds d'archives pour écrire une histoire scientifique de la période, c'est bien sûr la nature des documents que l'on peut y trouver. Parce que souvent, l'enjeu pour l'historien, c'est d'établir une chronologie. Et la chronologie la plus précise possible. Lorsqu'on lit certains témoignages, y compris des témoignages qui ont pu être collectés après la guerre et qu'on voit parfois dans la série 72 AJ aux Archives nationales, un résistant va vous dire « Oui, moi j'ai rejoint la résistance en 1942 ». Très bien. Mais rejoindre la résistance au début de l'année 42, alors que le Reich est encore victorieux sur tous les fronts et que la possibilité d'une libération de la France reste encore tout à fait utopique, ou rejoindre la résistance après novembre 42, c'est-à-dire après le débarquement en Afrique du Nord, lorsque là, justement, la possibilité d'une libération commence à devenir immédiate, ça n'a quand même pas du tout le même sens. Et l'intérêt de ces dossiers, c'est que quand vous avez un acte d'engagement précis, avec une date, avec un jour, là, vous ne pouvez pas tricher sur le moment où la personne s'est engagée. Vous avez aussi dans ces dossiers des trajectoires très détaillées, très complètes, notamment pour ceux qui sont partis dans les Français libres, avec les nominations, par exemple, c'est très important, quand est-ce qu'ils accèdent à tel ou tel grade. On a les ordres de mission, souvent, là aussi, très important pour comprendre le sens de l'action des résistants au cours de la période. Et puis, je pense que, vous l'avez bien compris, tout l'intérêt aussi de ces dossiers, lorsqu'on les travaille en groupe, c'est un petit peu comme un enquêteur de retisser la toile des organisations. Parce que quand vous êtes sur un dossier, vous allez voir un résistant et vous allez comprendre avec qui il est en rapport au-dessus de lui, sa hiérarchie, mais aussi en dessous de lui, ses différents contacts. Et puis comme ça, vous pouvez recompléter des organisations que, effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, que les résistants eux-mêmes connaissaient mal, puisqu'ils étaient dans la clandestinité. Et l'enquêteur devient encore plus enquêteur lorsque, comme Michel Blondin, il arrive à déchiffrer des pseudonymes, des codes, pour mettre derrière ces chiffres, derrière ces codes, pour mettre des personnes précises. Évidemment, il y a quand même des limites à ces fonds.
limites qui ont largement été soulignées au cours de cette journée d'études. La première limite, c'est la très grande inégalité de ces dossiers. Je reprendrai l'expression d'Alain Alexandra ce matin, c'est un peu parfois une pochette surprise. C'est une pochette surprise parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver dedans. Alors, vous l'avez vu, il y a des décalages très grands d'abord selon les différents fonds. Si vous travaillez sur les fonds des Compagnons de la Libération, vous aurez des dossiers beaucoup plus fournis, comme ça a été expliqué ce matin, beaucoup plus fournis que si vous travaillez sur les médaillés de la Résistance, par exemple. Mais y compris au sein d'un même fonds, et là, la série CSP est un exemple très illustratif, comme l'a montré Fabrice Bourret ce matin. Dans la série CSP, vous avez certains dossiers avec un seul document. Et puis vous en avez d'autres où vous avez une centaine de documents, ce qui crée des gros écarts, ce qui crée aussi souvent chez le chercheur une grosse frustration parce que quand on vient à Vincennes, quand on vient aux Archives nationales avec une série de cotes, on se dit « Ah, là, je vais peut-être passer une bonne journée ». Et en fait, à la fin de la journée, si à chaque fois, il n'y a qu'un document dans chaque carton, eh bien, on a plutôt le sentiment de perdre son temps. Voilà, mais ce sont les joies du travail de la recherche. Une autre limite, je parlais tout à l'heure de l'intérêt de certains documents qui permettent de préciser la chronologie. Évidemment, ça c'est vrai quand vous avez ce qu'on appelle, nous historiens, des sources primaires, c'est-à-dire des sources qui sont produites sur le moment même. Mais dans certains fonds, vous n'avez pas de sources primaires, puisque vous avez uniquement des dossiers qui ont été constitués après la guerre pour obtenir une homologation. Et là, comme l'a dit Thomas Fontaine, notamment ce matin, il faut vraiment faire attention, il faut toujours aborder ces dossiers avec un certain regard critique. Pour avoir vu, moi, plusieurs dossiers de communistes, par exemple dans la série CSP, on voit bien la volonté des communistes de tous faire remonter leur engagement à 40. Voilà. Donc ils essaient tous de montrer qu'ils avaient un engagement résistant en 1940, engagement qui est vrai, parce que quand on regarde bien entre les lignes, oui, ils étaient dans une organisation clandestine, oui, ils pouvaient être recherchés par la police de Vichy, etc. Mais on le sait aujourd'hui, l'historiographie a montré qu'avant le printemps 41, le Parti communiste est marginalisé, a une position tout à fait spécifique et on ne peut pas parler spécifiquement de résistance pour les militants du Parti communiste. Une autre grande limite qui a été bien soulignée, c'est qu'en dépit de l'importance quantitative des dossiers, on l'a dit, je reprends, 600 000 dossiers individuels, toutes les actions résistantes ne sont pas forcément représentées parce que vous l'avez bien compris, il y a ce prisme de l'homologation. Et il y a ce prisme aussi des actions plutôt à caractère militaire. À partir de là, eh bien, on va davantage trouver d'agents de réseau, de membres de corps francs, de maquisards, de Français libres, bien sûr, de personnes engagées dans les forces françaises combattantes. Donc on a la vision d'une résistance très militaire et très masculine. Il y a des choses qui apparaissent moins. Ce sont ceux qui se sont livrés à des actions plutôt de propagande, ceux qui ont distribué des tracts, ceux qui ont participé, par exemple, à des grèves, parce qu'il y a eu des grèves aussi sous l'occupation, qui avaient une action syndicale. Voilà, toute cette partie-là de la résistance apparaît moins. Et là, je renvoie, vous savez, à cette fameuse classification faite par François Marcot, c'est-à-dire qu'avec les dossiers individuels, on est plutôt dans la résistance organisée, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, avaient un engagement concret dans une organisation. On est beaucoup moins dans la résistance mouvement, c'est-à-dire ces Français et ces Françaises qui étaient complices de la résistance, qui pouvaient aider des maquisards, qui pouvaient sauver des Juifs, qui pouvaient participer à des filières, qui pouvaient héberger des aviateurs alliés, tout en n'appartenant pas forcément à une organisation précise. Et cela explique que certaines catégories, comme les femmes par exemple, soient sous-représentées dans les dossiers individuels. Mais ça nous rappelle aussi la nécessité, bien sûr, de toujours croiser les archives et de ne pas se contenter d'un seul type de dossier. Mais ce matin, dans les différentes présentations qui vous ont été faites, là aussi, je pense à la présentation de Fabrice Bourret, qui prenait l'exemple d'une résistante, sur laquelle chaque dossier individuel, en fait, donnait des informations
différentes et complémentaires, et que c'était la consultation de l'ensemble des dossiers qui permettait d'essayer d'approcher au plus près de la vérité, même s'il n'y a pas de vérité en histoire, mais d'être le plus objectif possible. J'ai moi-même, sur mes propres travaux, expérimenté ce genre de démarche à propos notamment de ma biographie de Georges Guingouin. Georges Guingouin, il y a un dossier CSP, il y a un dossier Compagnon de la Libération, puisqu'il est compagnon de la Libération, mais comme à chaque fois c'est lui-même en réalité qui a alimenté ce dossier, il y a un certain nombre de documents qui n'apparaissent pas dans ces dossiers. Et c'est là qu'il faut compléter, notamment avec les archives dites de la répression, c'est-à-dire les dossiers individuels, mais là qui avaient été établis par les policiers, par exemple les policiers de Vichy, qui traquaient les résistants sous l'occupation. Et c'est dans ces dossiers dits de répression que j'ai trouvé, moi, des publications clandestines de Georges Guingouin qui tendaient à montrer qu'il était totalement sur la ligne du Parti communiste en 1940-41, alors qu'il a toujours prétendu le contraire après la fin de la guerre. Et puis, pour terminer, je voudrais donc lancer un certain nombre de pistes de recherche par rapport à ce qui a été dit. D'abord parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de travaux en cours et que ces travaux en cours pourraient aussi en appeler d'autres. Alors, d'abord, il y a cette question de la résistance pionnière qui est quand même relativement peu connue parce que justement c'est une période sur laquelle il y a moins de documents que sur la résistance à partir notamment de 1942, tout simplement parce que la résistance s'organise et au fur et à mesure que la résistance s'organise, même si on est dans la clandestinité, elle produit quand même des papiers, des rapports, des documents, etc. Mais sur la résistance pionnière, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai bien noté ce que disait Patricia Gillier. Il y a une association nationale des résistants de 1940 dont on peut aujourd'hui consulter les archives. Et ça nous apprendra certainement beaucoup de choses sur cette résistance pionnière, c'est-à-dire celle qui se déroule entre l'été 1940 et l'été 1941. Vous l'avez compris, les réseaux, évidemment, sont un terrain de jeu formidable et Guillaume Pollack l'a voulu lui-même, sa thèse ne permettra pas de faire en sorte que tout soit dit sur le sujet. Alors vous le savez, il y a deux types d'organisations. Les mouvements, en réalité, sont beaucoup plus faciles à étudier et c'est certainement la raison pour laquelle vous avez à peu près aujourd'hui une thèse qui a été faite sur chaque grand mouvement, parce qu'un mouvement, il est adossé à un journal. Et un journal, c'est très facile parce qu'avec le journal, vous pouvez suivre l'évolution du mouvement au cours de la période. Et ce journal, vous pouvez le trouver à peu près partout, y compris aujourd'hui sur le site Gallica de la BNF. Les réseaux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est, comme l'a expliqué Guillaume Pollack, là dans une organisation plus secrète, plus clandestine, qui mène des actions militaires, d'ailleurs beaucoup plus recherchées aussi peut-être par les Allemands que les mouvements qui étaient plus dans une dimension politique. Et là aussi, donc, il y aura la thèse de Guillaume Pollack, mais il faudrait aussi relancer un certain nombre de travaux sur un certain nombre de monographies, sur un certain nombre de territoires. Alors j'ai aussi entendu des noms que l'on peut associer à des fonds peut-être disponibles. Le réseau Kazanga, Patricia Gillier en a parlé ce matin. Le réseau Manipule, ce réseau créé en 1942 et qui va essaimer dans toute la zone occupée, mais aussi en Belgique. Voilà, je pense qu'avec les réseaux, on a là un terrain de recherche qui reste important à développer. Et puis, nous avons aussi, même s'ils sont peut-être sous-représentés dans les dossiers individuels, nous avons la question de certaines catégories particulières dans la résistance. Les femmes, bien sûr. C'est là aussi, je pense, un sujet qui est en train d'être développé avec de plus en plus de travaux qui abordent la période sous l'angle du genre. Et encore une fois, c'est dommage que Sébastien Albertelli n'ait pas pu venir puisqu'il nous aurait parlé de l'étude qu'il est en train de mener sur le corps des volontaires françaises au sein des forces françaises libres. Et puis les étrangers. Vous avez eu donc la communication de Diego sur les résistants espagnols dans les Français libres. Une thèse est en cours actuellement par Tiffaine Catalan sur les républicains espagnols en Limousin. Et là aussi, je reprendrai une formule de Robert Guildy qui, lorsqu'il s'intéresse à cette résistance des étrangers dans son ouvrage, Comment sont-ils devenus résistants, a cette belle phrase, il dit « En fait, il vaudrait mieux parler, plutôt que de la résistance française, il vaudrait mieux parler de la résistance en France », tant en fait les composantes qui ont
qui étaient au sein de cette résistance étaient diverses, et tant le rôle des étrangers y a été important. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Fabrice pour cette conclusion. Donc voilà, la journée d'études se termine. En conclusion, également, je voudrais quand même remercier l'ensemble des personnes qui ont permis à ce que cette manifestation soit une réussite, je pense, puisque vous étiez très nombreux. Donc je remercie bien évidemment l'ensemble des intervenants. Je remercie notre partenaire, la Fondation de la Résistance, avec qui nous avons travaillé pour organiser cette journée d'études. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidés pour préparer l'événement, c'est-à-dire au service historique de la Défense, le secrétariat général, le bureau de la communication. Et j'espère en tout cas que cette journée vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà. Et en conclusion, donc, je dirais simplement que nos travaux se poursuivent demain et après-demain, donc avec un colloque dont on vous a parlé, Militaires en résistance, qui se tiendra donc dans cette même salle à partir de demain. Voilà, merci beaucoup, au revoir.